Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe, dans un environnement assez exceptionnel, coronavirus oblige. Nous sommes au cœur du Parlement européen de Bruxelles, un hémicycle plutôt déserté, vous le voyez, à la fois par les élus et surtout par les visiteurs. La session a en effet été écourtée, mais notre invité, lui, est resté sur place, heureusement, faute de pouvoir rentrer dans son pays, l'Italie, en confinement intégral. Fabio Massimo Castaldo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le vice-président du Parlement européen, le premier à siéger sous la bannière du mouvement 5 étoiles, qui n'a toutefois pas constitué de groupe au sein du Parlement et qui siège donc parmi les non-inscrits. Vous êtes juriste de formation, l'une des valeurs sûres du mouvement anti-système. Et depuis les européennes, votre parti est en perte de vitesse en Italie et pourtant, vous êtes toujours au pouvoir. La Ligue de Matteo Salvini a rompu la coalition avec vous et vous avez réussi à former un nouveau gouvernement avec le parti démocrate de centre-gauche. Votre parti est donc en première ligne pour gérer cette crise du coronavirus. Alors, c'est vrai que votre compatriote, le président du Parlement européen, David Sassoli, est en quarantaine. La session de Strasbourg a été annulée, remplacée par une à Bruxelles, finalement écourtée. Les institutions européennes semblent vouloir fermer les unes après les autres. C'est la panique à Bruxelles ? Non, ce n'est pas la panique, mais bien évidemment, il faut prendre des mesures assez strictes pour éviter qu'il y ait vraiment, effectivement, des comptages ici au sein des institutions, parce que les institutions doivent garder leur opérationnalité. Il faut être prêt parce que si la Commission européenne nous proposera des mesures exceptionnelles sur le plan économique, eh bien, le Parlement doit être prêt à voter. Moi, je suis resté ici. En théorie, j'aurais pu rentrer en Italie, mais en fait, ça fait 2 semaines que je suis là. Comme nos docteurs, nos infirmières sont tous là en première ligne pour faire face aux conséquences sanitaires, nous, on doit être là pour faire face aux conséquences politiques et économiques. Alors, il y a eu un coup de théâtre. L'Europe, désormais considérée comme une pestiférée par le président américain Donald Trump, qui a décidé d'annuler unilatéralement, une décision unilatérale, tous les voyages entre l'Europe de Schengen et les États-Unis. Cette décision a été immédiatement critiquée par les dirigeants européens. Il a tort, il a raison. Qu'est-ce que vous en pensez sur le plan sanitaire ? Bon, à la fin, moi je pense que toutes mesures qui peuvent être prises maintenant pour fermer les risques du comptage sur le plan global doivent être évaluées. Vous savez, l'Italie a pris les mesures les plus fortes depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a jamais pris des mesures autant strictes pour assurer que cette curve commence à baisser et qu'on puisse avoir le contrôle de la situation, parce que les grands problèmes ici, c'est le manque d'équipement et le manque d'unités pour les soins intensifs. Et on ne veut pas se retrouver dans la malheureuse situation dans les hôpitaux dans lesquels il faut choisir quel malade il faut soigner. Moi, j'ai demandé 3 mesures très claires, par exemple à la Commission européenne, sur le plan de la coordination européenne, qui doit être mise urgemment en place. Première mesure fondamentale, c'est adopter un protocole sanitaire unique pour tous les continents. Parce qu'encore aujourd'hui, chaque pays répond pour soi. Et ce n'est pas possible. Ce virus ne connaît pas de frontières. La deuxième mesure, bien sûr, c'est faire un plan d'achat, de distribution et de gestion de tous les équipements médicaux au niveau continental, mettre toutes les entreprises et toutes les industries qui peuvent les produire en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer qu'on aura le maximum d'équipements. Et la troisième, bien sûr, c'est un plan exceptionnel sur le plan économique pour le soutien à notre économie. Alors ça, on va en parler, ça commence à se dessiner. Mais pour votre pays, comment vous expliquez qu'il y a eu... ce pays est devenu le deuxième après la Chine, finalement, touché par le coronavirus. Il y a eu véritablement explosion. Il y a une explication raisonnable, rationnelle ? Bien sûr que oui. Tout d'abord, il faut spécifier une chose. Ce n'est pas l'Italie le premier pays européen qui a eu des cas, mais c'est l'Allemagne. Déjà, le lendemain de la déclaration officielle de la Chine de l'urgence et bien sûr de l'épidémie, le lendemain, on avait déjà un cas en Allemagne. Et on pense que c'est quelques cas de l'Allemagne qui est arrivé en Italie. Là, le problème, c'est qu'en Italie, le premier monsieur, le patient 1 qu'on a trouvé, il était quelqu'un de très actif. Et même s'il était malade, il est allé faire 3 jours d'activité physique dans une salle de musculation. Il a rencontré 1 million de personnes. Donc, vous comprenez que... C'est pas un problème de
système de santé. Vous ne mettez pas... Non, là, ça a été marche. malheureusement la malchance du fait que cet monsieur, au lieu de rester chez soi, quand il a commencé à se sentir mal, il a fait 3 jours de pleine activité. Il a rencontré plein de monde. Et dans l'hôpital où il s'est retrouvé au début, ils ont essayé de suivre le protocole, mais ils n'avaient pas détecté tout de suite le virus. Et donc, vous comprenez, si il peut tâcher 300 personnes, après, c'est très difficile à contenir. La porte-parole du gouvernement française disait récemment « L'Italie est près des mesures qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie ». Ça a fait fureur sur Twitter. Alors, est-ce que, d'après vous, en mettant toute l'Italie sous cloche, Giuseppe Conte, le chef du gouvernement, qui est membre du parti 5 étoiles, comme vous, est-ce qu'il a eu raison et est-ce que la France a raison d'attendre ? Moi, franchement, je trouvais ça un peu irréel, ces commentaires, tout simplement parce que, par exemple, on a vu les images de ce rassemblement de Schrumpf en Bretagne, 100 500 personnes venues de toute la France et de toute l'Europe, tous là ensemble, c'est une bombe biologique. Alors pourquoi les autorités françaises n'ont pas interdit un rassemblement de milliers de personnes dans une région qui est au cœur de l'Europe, dans laquelle on pourrait bien sûr avoir après une explosion, et ça on va le savoir seulement dans 2 semaines. On ne va pas le savoir tout de suite. Alors je trouve qu'au lieu de se critiquer les uns avec les autres, il faut prendre compte qu'il faut adopter toutes les mesures les plus strictes dans ce moment-là. Ça ne sert à rien de faire ces petits jeux d'accusations, mais plutôt de comprendre qu'on est face à quelque chose qu'on n'avait jamais eu avant. Et bien sûr, maintenant aussi de l'expérience italienne, les autres pays pourront bénéficier de ça, à savoir quelles sont les mesures et les protocoles plus efficaces. Et j'appelle vraiment la France, l'Allemagne et tous les autres pays européens à serrer le plus possible les activités et les possibilités de diffusion, parce que si on va attendre des millions de malades, après, ça sera très difficile à gérer. Alors, Monsieur Castaldo, je vous rappelle que mardi dernier, les 27 se sont réunis en sommet pour la première fois par visioconférence. Donc, ils se sont parlé en quelque sorte par écran interposé pour mettre au point une riposte commune face à la crise sanitaire et économique. Des précisions tout de suite avec Céline Schmitt. Cette réunion extraordinaire par visioconférence a été convoquée dans l'urgence. Depuis lundi, le coronavirus est présent dans les 27 pays de l'Union européenne. Les réponses de l'UE s'articulent autour de 4 priorités: limiter la diffusion du virus, financer la recherche, soutenir les économies européennes, mais aussi coordonner entre les 27 la provision des équipements de protection. L'Allemagne et la France d'Emmanuel Macron avaient été critiquées pour avoir restreint l'exportation de leurs équipements, craignant un épuisement des stocks. En matière d'équipement, il y a 2 enjeux sur le plan européen, l'enjeu des masques et l'enjeu des respirateurs artificiels, et donc des équipements indispensables dans les services d'urgence. Et l'Italie a eu à cet égard beaucoup de difficultés ces derniers jours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la création d'un fonds spécial doté de plusieurs milliards d'euros. Nous allons créer un fonds d'investissement en réponse au coronavirus destiné au système de santé, aux PME, à l'emploi et aux parties vulnérables de notre économie. Ce fonds sera de taille, il atteindra rapidement 25 milliards d'euros. Malgré cette unité affichée par les 27, certains pays européens décident de prendre unilatéralement des mesures au sein de l'Union. La Slovénie a décidé de fermer sa frontière commune avec l'Italie, 2e pays du monde le plus touché par le coronavirus. Emmanuel Macron a critiqué cette mesure, jugée mauvaise selon ses termes. Alors, Fabio Massimo Castaldo, en tant qu'Italien, vous voyez l'Allemagne puis la France qui interdisent les exportations de masques alors que la Chine propose d'en envoyer chez vous, masques et respirateurs. Donc, l'absence de cette solidarité sanitaire européenne vous choque ou elle s'explique finalement par la crise? Franchement, ça me choque beaucoup et ça a beaucoup choqué, frappé les Italiens parce qu'on comprend très bien que là, on est face à une crise qui est mondiale et la réponse ne peut être qu'au minimum continentale. Et alors, sachant que les producteurs, par exemple, des respirateurs, des ventilateurs pulmonaires n'existent plus en Italie, on en a en Europe seulement aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, et la plupart du reste, ils sont aux États-Unis, en Inde, en Chine, voire nos partenaires les plus étroits qui disent non, nous on ferme les exportations, sachant que nous, on est déjà au pic, vraiment au sommet de la crise. Et qu'il faut voir plutôt la solidarité de la Chine, que les pays les plus touchés
au monde, c'est les premiers dans le classement, bien sûr, c'est où l'épidémie a commencé, qui tout de suite se mobilise pour aider l'Italie, c'est un message qui ne correspond pas du tout aux valeurs européennes. Sinon, il faut voir comme premier partenaire un partenaire qui est dans l'autre bout du monde et qui a envoyé des scientifiques, des équipements et va nous envoyer des stocks, même si eux, ils sont plus dans l'urgence que nous. Bon, ça veut dire que quand même, il faut se poser vraiment la question, qu'est-ce que ça veut dire la solidarité dans le langage européen? Alors l'autre décision qui choque dans cette Europe à 27, c'est la fermeture des frontières décidée par la Slovénie, par l'Autriche. C'est la fin de la libre circulation dans l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi? L'Europe est bien malade du coronavirus? Là, j'espère vraiment que non, surtout parce qu'on a vu certaines psychoses, certaines décisions qui n'ont aucune base scientifique. Par exemple, il y a certains grands distributeurs et pays qui avaient demandé on va avoir une étiquette sur les produits italiens qui disent coronavirus free. Mais tout le monde sait que sur le plan scientifique, ce virus ne peut pas survivre plus que quelques heures sur un objet inanimé, sur un produit, et donc, alors on se pose la question, comment ça possible que quelqu'un demande une chose qui n'a pas de sens scientifique. Mais ça touche bien sûr les économies et les productions nationales et les exportations. Ça pourrait dire des milliers, des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui vont fermer tout simplement parce que quelqu'un se laisse prendre par la psychose. Moi, je pense que dans ce moment-là, il faut être tout avec la tête bien sur les épaules, prendre les mesures strictes, mais qui se justifient sur le plan scientifique. Et pour les autres, essayer de donner des gaz à notre économie avant que ça soit totalement trop tard. Alors justement, des gages à notre économie, la Commission européenne qui annonce un fonds de 25 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Votre pays, d'ailleurs, la même somme. C'est une réponse européenne à la hauteur, selon vous? Disons que c'est un bon début. Déjà, c'est important que dans ce début, on a pris en compte qu'il faut des mesures et un fonds extraordinaire. Mais je dis que 25 milliards d'euros, ça ne sera pas grand-chose à la fin, malheureusement. Parce qu'on sait que ces virus, ils se diffusent d'une façon très rapide. Et même, il y a certaines analyses, j'ai écouté du ministère de la Santé allemand qui parlait du risque d'infection pour moitié de la population. Donc, vous comprenez que malheureusement, il y a des risques que ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça suffit de faire un calcul du GDP, vous les partagez par 12 mois. Imaginez fermer un de nos pays pour un mois. Ça veut dire 1/12 du GDP qui n'est plus là. De sa richesse, de son PIB. De sa richesse, de son PIB. Et la même chose, 2 mois, de 12e. Donc, je pense très bien d'avoir créé les fonds extraordinaires, d'avoir mobilisé la somme, mais je pense qu'il faudra la multiplier avec une par chiffre... 10, par 100? Par 100, je n'espère pas, mais peut-être par 10, ça sera sur le long terme un peu plus raisonnable. Alors cette pandémie, c'est aussi une catastrophe économique. On a vu ce qui s'est passé à la bourse lundi, jeudi. Les banques centrales ont déjà réagi aux États-Unis, en Angleterre. La BCE, ce jeudi, a annoncé une série de mesures pour soutenir les entreprises. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Est-ce que c'est vraiment une politique monétaire ou est-ce qu'il faut plutôt une politique budgétaire? Il faut les deux ensemble, et aussi fiscal, je voudrais dire. Parce que là, nous, par exemple, on a annoncé des mesures pour bloquer toutes les empreintes, pour bloquer tous les paiements, disons, des entreprises, du système économique, pour éviter une récession sans aucun précédent qui pourrait même nous faire regretter la grande récession de 2009-2010. Alors, moi, je pense que parmi les mesures qu'il faut absolument adopter, c'est une suspension immédiate et totale du fiscal compact, parce que bien sûr maintenant il faut une injection d'investissement des capitaux pour faire répartir l'économie. Alors c'est le pacte de stabilité et de croissance, soyons clairs. Le pacte de stabilité et de croissance, il est déjà en train de voler en éclats, puisque on voit bien qu'il y a eu des marges de manœuvre qui ont été accordées, y compris à l'Italie. Le coronavirus est en train de mettre fin à la règle des 3%. Mais en fait, la règle des 3%, c'est plutôt le traité de Maastricht. Le pacte de stabilité et de croissance, il dit, disons, l'égalité du bilan, l'équilibre des bilans. C'est encore plus strict. Mais vous comprenez que ces mesures sont déjà difficiles à garder dans une période normale de stabilité. Dans une période de crise exceptionnelle telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est totalement impossible. Donc pas de règles, vous dites? Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de règles, mais je dis qu'il faut dépasser pour toutes les dépenses qui sont liées à la crise. Donc aussi pour garder l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et pour toutes les entreprises européennes. C'est fondamental si on ne veut pas voir ceux qui vont être sauvés du coronavirus se suicider quelques mois d'après parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir un travail et d'avoir une entreprise. Pour l'instant, Angela Merkel a dit qu'elle était prête à faire des dépenses supplémentaires pour son pays. Mais en revanche, elle n'a toujours pas parlé de grande relance budgétaire
européenne. C'est ce que vous attendez de sa part? C'est ce qui pourrait changer la donne? Bien sûr, j'attends ça aussi parce que vous comprenez, si on garde les règles telles qu'elles sont, alors on a l'Allemagne qui a l'espace budgétaire pour faire ce qu'elle veut parce qu'elle a sa dette à 60%, donc elle peut prendre tout l'espace fiscal et alors la France ne pourra pas, l'Italie ne pourra pas et l'Espagne ne pourra pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce virus ne connaît pas de frontières. Il faut avoir une réponse dans tous les pays à l'auteur. Parce que si chez nous, on ne va pas les débeller, les détruire, alors ça va retourner en Allemagne, en France, en Pologne et dans tous les autres pays européens. Alors, Monsieur Castaldo, effectivement, ce coronavirus, il occulte un peu les autres grands dossiers qui sont pourtant très importants, comme la crise migratoire aux portes de la Grèce. Les 27 proposent un service minimum à l'accueil de 1500 mineurs et veulent continuer à sous-traiter finalement la gestion de ces réfugiés qui affluent en Turquie au président Erdogan. Est-ce que c'est bien conforme aux valeurs européennes ? Moi, je suis totalement contraire à cette approche à minima qu'on a vue jusqu'à présent. Je trouve que M. Erdogan est en train de nous faire chanter depuis trop longtemps, depuis au moins 2015. Et la réponse a été toujours une réponse timide, contradictoire, ce qui lui a donné un poids de pression sur notre continent qui lui permet chaque fois de dire « vous faites comme je veux, autrement je vous demande plus de milliards d'euros, je vous demande plus de facilitations ». À la fin, ce n'est pas être un partenaire. On ne peut pas permettre ça à un pays qui formellement, il est encore un pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Je trouve ça scandaleux et je trouve que certains types de leadership ne comprennent qu'une réponse ferme, cohérente et forte. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu et je trouve malheureusement que notre approche si timide, si vraiment contradictoire, est en train de lui donner encore plus d'espace et de pouvoir. Je trouve par exemple que peut-être parler d'évoquer une suspension de l'union doganale avec la Turquie, qui bloquerait toutes les exportations turques dans les marchés communs, pourrait peut-être lui amener à reconsidérer un peu certains types de chantage vis-à-vis des pays européens. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Fabio Massimo Castaldo. Nous poursuivons sur le thème de la migration, puisque notre grand débat y est consacré. C'est juste après la pause.